組んだのか。何のためにだ。高みを。これからは私が天に立つ旅客の少年。人間にしては君は実に面白かった。Ça y est, on y arrive enfin, après une multitude d'analyses sur les personnages, les romans, les concepts, les pouvoirs et même certains arcs non canoniques de Bleach, on s'attaque enfin au gros du manga de Kubo Sensei. La partie sans quoi la communauté de Bleach n'aurait pu être ce qu'elle est dans le travail de recherche et de maîtrise que l'auteur aura fourni aux spectateurs. Aucun individu ayant visionné les péripéties de la Beachim contre les Hollow espagnols ne pourrait prétendre être resté de marbre face aux prouesses scénaristiques qu'a pu nous léguer Kubo Sensei. L'arc Arrancar constitue le troisième arc succédant à l'arc Substitute et Soul Society. Il commence en manga au tome 21 pour finir au tome 48 God is Dead, soit plus d'une vingtaine de tomes, et en animé représente approximativement une 150aine d'épisodes, arc hors série exclu bien évidemment. Du coup, comme vous pourrez le constater, en termes d'ampleur, d'ambition et d'idées, on est à un niveau largement autre que ceux des deux arcs précédant celui-ci. En dépit de cette quantité colossale d'épisodes chapitres à ingurgiter, ce gros bloc que constitue l'arc Arrancar peut être découpé en 4 segments cardinaux. En premier, l'invasion dans le monde des humains des Hollow, puis vient enfin l'assaut à Wekumondo, la bataille à Fake Karakura et la conclusion de l'arc auquel je n'ai pu trouver d'appellation pour notre vidéo du jour. Comme vous avez pu le voir à la durée de cette vidéo, elle sera un peu plus longue que les autres travaux habituels que j'ai pu façonner sur la chaîne. L'arc Arrancar est le noyau central de Bleach. Cela serait limite insultant pour ma part de vouloir faire une analyse complète en une vidéo d'une dizaine de minutes. Du coup, pour tous les spectateurs qui vont visionner ce travail d'investigation sur l'arc majeur que nous a délivré Kubo Sensei, il faudrait que vous soyez à jour dans la version animée ou manga de l'œuvre, c'est-à-dire le tome 48 en version papier ou l'épisode 310 en animé. Je m'appuierai également de l'arc Guerre millénaire sanglante pour servir de point de comparaison entre cet arc-là et l'arc Arrancar. Vu qu'il s'agit des deux arcs fleuves majeurs que le manga ait connus, il peut s'avérer intéressant de voir certains stratagèmes que l'auteur s'est servi pour l'élaboration de son arc ultime. Et ainsi donc constater l'évolution de son style d'écriture au fil des sagas. Aucun spoil majeur de la guerre sanglante ne sera révélé, juste quelques tricks que je piocherai ci et là pour délivrer une analyse toujours plus pertinente, mais surtout pour vous montrer comment Kubo Sensei a pu améliorer sa narration au fil des différentes sagas de Bleach. Mais pour tous ceux n'ayant encore commencé ce bijou scénaristique que constitue l'arc Espadas, mon rôle sera pour la prochaine minute qui va suivre de tenter de vous teaser au maximum ce que le noyau central de Bleach pourra vous apporter lors de votre découverte de celui-ci. Les bastons, la base, mais si vous avez pu vibrer lors des affrontements cruciaux de nos protagonistes à l'arc Soul Society, entre les Zero, les Kido, les Sonido, les Resurrection, mais aussi tous les nouveaux Bankai qui vont apparaître ici, j'espère que vous avez le cœur solide. Que ce soit en anime ou en manga, peu importe le support utilisé, la nervosité et le dynamisme de plus de 80% des affrontements de l'arc sont des immanquables. Et ils auront forgé le corps et l'esprit de la majorité des personnages affiliés à cette partie-là de l'histoire. Énormément de réponses et mystères sont résolus, expliqués pendant votre découverte de cet arc. Les pouvoirs d'Ichigo et Sado, la rédemption de Rukia auprès des Shiba, le fonctionnement militaire dans Soul Society, les ambitions d'Aizen. Bref, un passage obligatoire à visionner pour la compréhension générale de l'œuvre. L'optimisation du style graphique de l'auteur, nouvelles zones à explorer, nouvelles architectures, nouvelles transformations, nouveaux pouvoirs, vous ne serez pas au bout de vos surprises. Et un petit dernier pour la fin, si Bleach est autant apprécié par sa communauté, c'est notamment grâce à son aspect rafraîchissant et séduisant que génèrent les OST de cet arc qui sont désormais devenus des incontournables dans la série, voire même dans l'univers entier du shonen neketsu. Je ne parle même pas des openings qui auront retourné toute la stratosphère de la fanbase Bleach de par leurs émotions, leur identité visuelle et bien évidemment leur mélodie. Les ambitions d'Aizen, mais surtout ses actes horrifiants qu'il a pu causer à l'arc antérieur, sont en partie révélés ici. Et enfin,
pour la relation et la profondeur de la dualité Ichigo-Ulquiorra et leur affrontement sur le dôme de Las Noches, tout cela mérite, à mon humble avis, le visionnage de Bleach ou, à minima, jusqu'à la fin de l'arc Arrancar. Le format de cette vidéo se structurera en deux grandes parties, elles-mêmes composées de sous-parties qui, dans la première, traitera des points positifs bien réalisés de l'arc Espadas, et vous l'aurez compris, malgré l'aspect prestigieux que dispose cet arc, on traitera des points qui m'ont semblé négatifs, mal amenés, que j'ai pu observer lors de ma relecture de l'intrigue Arrancar dans cette seconde partie. Une conclusion globale et une ouverture sur les arcs succédant celui-ci se fera en fin de vidéo. Restez alors jusqu'à la fin si vous voulez avoir mon avis final de l'arc Arrancar dans son ensemble. Abonne-toi, active la clochette et n'hésite pas à regarder les critiques des arcs précédents celui-ci que j'ai réalisé sur la chaîne si tu souhaites me soutenir, mais surtout comprendre au mieux le façonnement du lore et des différents arcs de Bleach. Reviens continuer cette vidéo une fois ton retard terminé de l'arc Arrancar, et pour ceux qui sont à jour depuis belle lurette, nous voilà fin prêts pour l'analyse du plus éminent arc qu'a pu nous délivrer Kubo Sensei à ce jour. C'est au sein de cette partie-là de l'histoire que les protagonistes principaux de Bleach, à savoir Ichigo, Rukia, Orihime, Sado et Uryu, ont sans exception repoussé leurs limites, autant d'un point de vue physique que mental, pour parvenir à remporter la victoire face aux traîtres de Soul Society. La famille Kurosaki, avec en première ligne Karin, qui se fait un sang d'encre pour son frère et qui sent que quelque chose ne tourne pas rond à Karakura. Isshin, autant par ses révélations, son combat contre Aizen et ce qu'il a pu apporter à son fils au dénouement de l'arc. Ichigo, sa relation avec Zangetsu, l'origine et la maîtrise de ses pouvoirs Hollow, le rapprochement paternel qui s'installe avec Isshin, l'avancement de sa liaison avec Orihime. Kurosaki est passé par une multitude d'étapes avant de parvenir au stade ultime que lui a procuré son Zanpakuto. Et Sado, Ishida et Rukia ont toujours été là pour lui montrer qu'il a toujours une main tendue pour l'aider. Ishida, lui, n'est pas en reste malgré la perte de ses pouvoirs lors de son combat contre Mayuri. À l'instar du père de la fraise, Ryuken, le paternel de notre fier ambassadeur Quincy, s'est représenté être d'une aide primordiale pour l'avancée et le développement d'Uryu dans cette partie-là de l'histoire. Sado, lui, même si son temps d'apparition est inférieur aux deux autres cités plus haut, disposera d'un traitement tout aussi complexe et soigné que le reste de l'équipe. L'origine de ses pouvoirs Hollow élucidée lors de son infiltration à Wekomondo, l'éveil de son bras gauche Brazo Iscaldo del Diablo, son combat contre Gantenbein, bref, une réussite totale. Enfin, Rukia, elle, autant que ce soit d'un point de vue militaire que moral, elle en a fait des choses lors de cet arc. Et la conclusion de son combat contre Aroniro et l'accomplissement du deuil de Cayenne sera l'un des événements les plus déchirants que Kuchiki a pu subir au cours de toute l'œuvre. Mais c'est ce combat-là qui lui a permis d'avancer et d'aller de l'avant, d'où la notion de développement présente ici. Orihime, c'est un peu plus compliqué. En dépit de toutes les atrocités qu'elle a pu subir, autant du côté des alliés que des ennemis, des scènes impactantes et émouvantes, elle en a eu. Mais malgré un statut divinatoire que lui avait procuré Aizen, Kubo Sensei aurait pu, je pense, donner un peu plus de fermeté à son personnage lors de certains passages et aller au bout de ses idées. On a parlé des personnages majeurs de l'œuvre, mais n'oublions pas les personnages affiliés au héros. L'inquiétude et le dévouement de Tatsuki envers Ichigo. Cette case où elle lui flanque un pain, ça me déchire le cœur personnellement. À post-fake Karakura, les amis d'Ichigo se creuseront les méninges pour tenter
d'échapper au dieu impitoyable qui leur avait fait face. Monsieur Imoyama, je veux dire, même ce tir au flanc de Kuramadani eut son temps d'écran en action face à Sosuke. Non-Kanoji même Rangen, bref, le traitement des personnages majeurs de Bleach, secondaires mais aussi tertiaires, a été dans la grande majorité des cas un sans faute d'un point de vue général. Si à Soul Society, Kubo Sensei a su faire preuve d'habilité scénaristique afin de mettre en lumière chacun des personnages importants au sein du Gotei, notre scénariste favori a su réitérer cet exploit non seulement en mettant sur le devant de la scène des personnages n'ayant eu que peu de passages à l'écran ou alors aucun moment gratifiant au sein de l'arc Soul Society, je pense notamment à pas mal de vice-capitaines ici présents. Quasiment tous les capitaines du Gotei, renégats y compris, disposent de scènes cultes à leur actif. L'ardeur et la détermination de Toshiro, la malice mais aussi la rédemption d'Ishimaru envers Matsumoto, l'aboutissement de la liaison déchirante que détenaient Tozen et Komamura, la fierté et le leadership inflexible que disposait Genri Usai à l'égard de Sosuke et de ses propres hommes. Autant de scènes mémorables qui auront chamboulé les esprits. Mais au-delà des personnages alliés déjà connus du public via les précédents arcs, l'auteur a réussi à implanter une flopée d'outsiders uniques en leur genre et disposant chacun d'une personnalité propre. Les Vizard ou Vazoraid si vous préférez. Le concept d'avoir des Shinigami vivant dans le monde des humains, s'exprimant et s'étant approprié les codes et tenues vestimentaires des terriens, c'était très ingénieux. Le Zanpakuto et la veste rouge Adidas qu'arborait Iori, je n'oublierai jamais la fantaisie et l'amusement que j'avais pu ressentir à l'époque lors de ma découverte de cette scène. Si à cela tu additionnes le côté hollow de ces derniers et leur rapprochement avec Ichigo, j'ai personnellement directement adhéré au concept que Kubo Sensei nous a proposé à ce moment-là de l'histoire. La transition Turn Back the Pendulum permet à son tour d'entrer plus en profondeur chez une multitude de personnages de Soul Society, de comprendre leur mode de pensée, leurs réticences et motivations au sein de leur carrière militaire pour la plupart, et bien évidemment d'éclaircir pas mal de zones d'ombre que l'auteur avait déjà instaurées au sein de l'histoire, je pense notamment à Yoruichi et Byakuya. Tout ça pour dire que les efforts fournis et la minutie utilisée pour donner vie à tout ce beau petit monde relèvent d'un travail hautement qualitatif que nous a délivré le sensei. Espada, Oreno, Sosuke Aizen, je vous la mets avec le refrain Tosen. Zoro le frérot Michael, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bankai! Tout vêtu de blanc, c'est ce que tu te demandes, ce que met tout devant. Bankai! Sosuke Aizen, il est dans les bails sales, c'est lui qui nous façade. Bankai! Meka Genjutsu, Kyokasu Igetsu. Bankai! J'ai dit Bankai! J'ai dit Bankai! Ce serait un arc fleuve d'un shonen neketsu sans une grande organisation d'antagonistes de run. Akatsuki, Brigade Fantôme, Baroque Works ou encore le clan Noé de la licence d'Igreman. Chaque manga digne de ce nom dispose de son organisation de vilains qui a su faire vibrer ses lecteurs. Et Bleach ne déroge pas à la règle. Les Espadas, institution comportant ni plus ni moins de 10 membres numérotés de 0 à 9. Yami, tu ne nous la feras plus à l'envers maintenant. Kubo Sensei a fait très fort dans la construction de ces personnages emblématiques logeant les terres désolées de Las Noches. Le style graphique de ces derniers est simple et très intuitif. Les stigmas représentant un maquillage unique pour la quasi-majorité des Arrancars, certains sont très iconiques comme les larmes d'Ulquiorra ou la rougeur de Deliel recouvrant ses joues jusqu'à l'arête de son nez. Le masque déchiré, d'où le terme Arrancar arraché, signifiant leur évolution au stade d'holo supérieur, doué d'une intelligence accrue, contrairement aux autres Gillians. Le trou de holo également toujours présent, permettant de souligner la détresse et le besoin qu'ont ces monstres de puissance, errant pour la grande majorité d'entre eux, sans réelle finalité. Il est principalement situé sur la poitrine, mais vous verrez si vous réussissez à vous procurer le databook Unmasked
que l'emplacement de ces orifices peuvent parfois avoir des positionnements assez loufoques en fonction de l'individu. J'ai énormément parlé de l'aspect ergonomique de ces antagonistes, mais si on y additionne l'aspect Neketsu qui va avec, le concept des Zero, les Resurrections, le Hiro et le Sonido, tous ces bagages qui font de ces derniers des adversaires redoutables. Et leur relation avec leur fraction, les conflits d'intérêts au sein du corps Espadas, l'évolution des croyances de ces derniers par le biais d'affrontements révélations subis au cours des événements de cette trame. Bref, le corps Espadas est quasi un sans faute dont on pourra tout de même traiter les défaillances de l'organisation un peu plus tard dans cette vidéo. Je n'ai pas évoqué le cas des 3 traîtres majeurs de Soul Society, mais pour le cas de Tozen, l'exécution brutale que lui avait infligée Aizen m'avait laissé à l'époque sans voix. Les agissements de ce dernier envers son subordonné n'étaient au final que de la pitié à l'égard de son plus loyal serviteur, mais c'est dans Kenfan Onworld qu'on en apprendra plus sur les raisons qui ont poussé Aizen à agir de la sorte. Gin, même Rangen, même si son cas de figure n'est pas aussi détaillé que Tozen dans Kenfan World, on dispose du pourquoi du comment ce dernier voulait absolument protéger, venger Matsumoto de la folie destructrice que Sosuke a exercée aux habitants de Rokangai. Et Aizen, entre ses transformations, les humiliations qu'il a infligées autant d'un point de vue verbal que physique, sa vision du monde, ce qu'il a apporté au Holo et indirectement à Soul Society par ses actes et ses idéaux. Les relations multiples qu'il dispose avec une multitude de personnages, Ichigo, Itsugaya, Inamori, Shinji, Urahara, Genryusai, bref, ce personnage mérite une vidéo entière dédiée à lui pour expliquer en profondeur l'ampleur d'un des rouages majeurs de l'histoire de Bleach. Que ce soit d'un point de vue global ou prédéfini, Bleach est une œuvre détenant pléthore d'événements, situations renversantes qui ont réussi à maintenir en haleine les lecteurs au fil de leurs aventures aux côtés d'Ichigo. L'arc Arrancar ne déroge pas à cette notion de tension. L'auteur réussit à émouvoir le lecteur avec des révélations tout le long des mésaventures qu'ont subi la B-Team ainsi que les Shinigami au sein de cette partie-là de l'histoire. On va commencer avec des révélations qui maintenant peuvent sembler anodines, mais qui, à l'époque, avaient pas mal surpris malgré leur côté logique pour certaines d'entre elles. Le chapitre 201, Reed and Snowbone, où l'on contemple pour la première fois de l'histoire le plus beau Zanpakuto de glace que Kubo Sensei a façonné pour la future vice-capitaine de la 13e division, Rukia Kuchiki. C'est un événement sensé de l'histoire, on savait tous que Rukia allait recouvrir ses pouvoirs Shinigami à un moment ou à un autre, mais le fait de l'avoir vu là, au second assaut des Arrancars, j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à découvrir cette scène-là à l'époque. Pour rester sur les événements du raid de Grimmjow à Karakura, si je vous parle de la rixe opposant Ikkaku face à Edorad, qui aurait pu se douter que ce fier guerrier querelleur et passionné de combat décelait en lui l'arcane ultime des Shinigami que seule une poignée de combattants du Gotei a réussi à libérer au fil des siècles, à savoir le Bankai. Cette séquence-là a choqué toute la stratosphère de Bleach, le tout premier nouveau Bankai qu'ont découvert les lecteurs de la saga Arrancar, libéré par un lieutenant qui plus est. Et là je vous ai relevé uniquement des moments relatant d'une même période, à savoir l'assaut Arrancar à Karakura nuit, mais entre le retour de Grand Fisher, la réapparition inattendue de Kaien via Aroniro, la supercherie de Gin contre Sosuke, la révélation du numéro 1 des Espadas, qui n'est nul autre que Stark, elle m'avait pas mal retourné le cerveau celle-là. Le Shikai d'Ukitake ou la métamorphose voluptueuse qu'a pu nous délivrer Neliel, Kubo Sensei a su nous surprendre plus d'une fois lors de l'arc Arrancar d'un point de vue émotionnel du genre, et vous verrez que cet aspect de tension ne s'arrête pas uniquement d'un point de vue de révélation à cette partie-là de la saga.
Après avoir parlé d'un aspect de tension d'un point de vue des révélations surprises que l'auteur a pu nous laisser entrevoir par le biais de ses nombreux personnages, ici on va analyser en profondeur cette notion de tension sous sa forme la plus explicite du terme. C'est-à-dire les scènes où vraiment tu te dis mais comment vont faire les personnages pour se sortir de ces situations embarrassantes. La tension sous la forme de malaise qu'a pu ressentir le spectateur au cours de cet arc. On commence avec l'un de mes arancars favoris, la brute épaisse dénuée de cervelle du corps Espadas, possédant la double signification du rang 10-0. Dois-je énumérer le nombre de scènes où Yami a suscité de la frayeur, autant du point de vue des personnages de l'univers que pour nous, lecteurs, contre Orihime, Sado, Ichigo, Tatsuki, non mais regardez-moi ce sourire de malpropre, contre Rukia également. Même quand par inadvertance il se querelle avec ses semblables, on en revient à avoir de la pitié pour ces derniers, tellement Yami inspire le dégoût et l'irrespect. Le cas où il se transforme une seconde fois contre Zaraki et Byakuya a été réellement une putain de révélation. Et en termes de tension, vu que c'est ce qu'on analyse ici, cela aurait permis de rajouter un énième combat fabuleux pour la fin de la saga Arankar. Mais Kubo Sensei en a décidé autrement. En termes d'antagonistes augmentant drastiquement d'un cran la notion de malaise par sa simple présence, on a également Noitora. Juste le mec qui spawn de nulle part pour prendre le butin des autres combattants. Le type n'a aucun scrupule et c'est ça que j'adore chez lui. Il a réalisé cette fourberie 2 fois sans le moindre remords. Et heureusement que Neliel et Kenny sont survenus pour lui remettre les pendules à l'heure et le faire un peu redescendre du haut de ses 2,30 m. Orihime, quant à elle, est la princesse des situations angoissantes. Entre le coup de pression de Urahara injustement reçu, les multiples agressions qu'elle a subies entre Yami, Loli, Ulquiorra, Noitora, se fait kidnapper et est contrainte de travailler pour les rangs adverses, a failli perdre l'une de ses facultés spirituelles, se fait manger des coups de pression moment embarrassant à cause de ses satanés Visorhead. Réellement, la nana détient la palme d'or des situations les plus craignos qu'un personnage de manga puisse subir au sein d'un même arc. Wonderwise et Aion, à leur tour, sont clairement le combo gagnant en termes de tension à Fake Karakura. À eux seuls, ils auront retourné plus de vice-capitaines que les 3 vastolords présents lors de cette même période. Cela montre que des fractions peuvent avoir un rôle primordial dans le cours décisif d'une guerre. Et Wonderwise signifie dans cet arc le concept même de tension lors de son arrivée sur le champ de bataille. On ne savait plus vraiment de quoi allait retourner l'issue du conflit contre les Espadas quand cet Arankar aphasique a daigné montrer le bout de son nez. Grimjo qui empale en une frame Rukia est également un exemple parmi tant d'autres. Les combats des vice-capitaines sont aussi remplis de nervosité, d'ingéniosité, mais surtout d'adrénaline. Je pense notamment à celui d'Isagi contre Findor par exemple. La tension sous sa forme la plus concrète du terme a été bel et bien respectée au sein de l'arc majeur de la licence Bleach. Mais au-delà de nous avoir fait vibrer par le biais de multiples affrontements que les personnages du Verse ont pu avoir, c'est notamment grâce aux discours et aux maximes qu'ont pu réciter les Shinigami, mais aussi les Holos, au cours de cette bataille idéologique qui ont pu marquer à jamais la communauté Bleach dans son ensemble. Si Kubo Sensei excelle dans l'art de retranscrire des batailles toujours aussi spectaculaires et névrosées de par son style simple et limpide, c'est majoritairement les conclusions de ces affrontements, mais surtout les discours affiliés aux vainqueurs de ces différents combats qui ont su marquer au fer rouge le cœur et l'esprit des fans. La notion métaphysique du bien et du mal qu'expose Zomari à son opposant. Pris au dépourvu par son adversaire intrépide que constituait Byakuya, c'est au dénouement de leur combat que l'Arankar évoque la notion d'équité des Shinigami dans le rôle de purification des âmes et de leur légitimité à chasser les Holos. Et son questionnement est tout à fait compréhensible. De quel droit les Shinigami, qui ne sont même pas semblables à l'entité suprême qui règne sur les 3 mondes, se permettraient-ils d'ossir la vie d'être désespérés que représentent les Arankar? Et cette problématique est tellement considérable à résoudre que Byakuya n'aurait jamais pu, dans un laps de temps aussi court, constituer une réponse toute formulée pour son adversaire périssant à l'agonie. La réplique qu'avait rétorquée notre aristocrate rentre limite dans les meilleures conclusions de citation qu'un capitaine ait pu faire contre un antagoniste. Incroyable. Les doctrines de certaines divisions ont pu également être mises en avant par l'intermédiaire de certains soldats,
Kira s'apprêtant à exécuter impitoyablement Avilama par l'intermédiaire de son sabre atypique Wabisuke, il n'a pas manqué de lui rappeler les fondements et les maximes de son unité, à savoir le désespoir. Et c'est avec une nonchalance habituelle qu'il a abattu, impuissant, son adversaire inerte, suppliant pour sa vie. La situation de Kyoraku face à Stark est pleine de sens également. Même si elle ne fera pas l'unanimité dans ce conflit idéologique opposant les Shinigami face aux Arrancars, elle peut tout de même prendre tout son sens. Kyoraku qui jouera à l'avenir un rôle prépondérant pour la bonne entente entre Arrancars et Shinigami à la fin du manga. Mais si entre tous ces schémas de pensée idéologiques on ne devrait n'en retenir qu'un, c'est bel et bien le discours et la mort atroce que Mayuri a infligé à Zayel à Las Noches. Et leur discours sur la perfection est fabuleux. On a même là l'un, si ce n'est le plus intéressant débat idéologique qui nous ait été amené de voir dans toute l'œuvre de Kubo Sensei à ce jour. J'ai exclusivement pioché des citations relevant de conclusions d'affrontements entre différents personnages, mais d'autres événements, non liés à des combats cette fois-ci, m'ont personnellement poussé à de la réflexion. Je pense notamment à la relation entre Orihime et Ulquiorra et l'évolution de cette dernière, ou par exemple le discours éminent qu'a pu réciter l'ancien capitaine Shinji à Urahara lors de la préquelle de Turn Back the Pendulum. Mention finale à cette fraude de Tetsuzaimon qui, malgré son apparition à l'écran quasi inexistante de toute la saga, a su délivrer un discours poignant et plein de vérité à Ikkaku lors de sa défaite voulue contre Shugekpo. Merci Iba pour cette admirable intervention. Au-delà des nombreux personnages et des scènes marquantes que la saga Arrancar a pu offrir à la communauté Bleach, si l'œuvre de Kubo Sensei perdure dans les débats ainsi que dans le cœur des fans, c'est principalement dû au concept et à l'ingéniosité dont l'auteur a fait part au cours des 74 tomes de l'histoire d'Ichigo et de Rukia. Au cours de cette dernière partie des aspects positifs de l'œuvre, nous analyserons comment Kubo Sensei a fait en sorte de faire de Bleach une histoire où chaque chapitre du manga peut avoir une conséquence et des répercussions inattendues sur la suite de l'histoire. Chaque passage, chaque dialogue, chaque case peut amener pour le futur de l'intrigue des situations insoupçonnées pour les lecteurs, mais pour le scénariste de l'œuvre, tout était prévu depuis le début. Nous analyserons également les fondations de l'univers de Bleach, ses infrastructures, la conception de certains personnages, les grandes institutions du verse, etc. Cette notion d'expansion de l'univers fait légèrement référence à la première partie des points positifs de l'œuvre que j'ai pu énoncer précédemment dans cette vidéo. Mais pour pousser plus en profondeur les procédés créatifs que l'auteur nous a proposés au sein de l'arc Arrancar, énumérons ensemble les nouvelles ouvertures scénaristiques proposées au sein du verse de Bleach avec l'arc Arrancar. Les Visored, une nouvelle fois, est un concept séduisant et bien amené qui donne envie d'en savoir plus sur eux. Pourquoi des masques comme celui d'Ichigo ? Pourquoi possède-t-il également des Zanpakuto ? Pourquoi ces individus masqués peuvent générer des cellos ? Chose que notre protagoniste ne parvient pas à faire à son tour. Et toutes ces interrogations sont résolues au sein de Turn Back the Pendulum. On comprend mieux pourquoi Iori prétendait qu'elle détestait autant les Shinigami. Les connexions internes qu'ont forgées au fil du temps certains personnages, Kyoraku et Lisa, Kensei et Isagi, Shinji et Aizen. Et lorsque Shinji a déclaré que nous avons une dette envers Ichigo, tout s'explique enfin. Et eux, comme une immense partie de Soul Society, ont pu se montrer reconnaissants envers les prouesses qu'Ichigo et ses amis ont pu faire pour apporter une forme de conciliation entre les factions des Shinigami et celles des Espadas. En ce qui concerne les ennemis des Shinigami, les Arrancars, Kubo Sensei nous avait révélé dès le chapitre 25 du tome 3 Memories in the Rain des prémices de ce que seraient les antagonistes majeurs du verse. Ce dernier avait déjà en tête l'idée d'un monde spirituel pour les Hollow et comme vous pouvez le voir sur cette image, le concept des Arrancars était bel et bien conceptualisé avant même la création de l'arc Soul Society.
incroyable. En ce qui s'agit des antagonistes de la réglementation à Las Noches, l'idée des Arrancars est globalement bien maîtrisée avec des notions faciles à prendre en main et intuitives. Le masque de ces derniers en est le parfait exemple. La couronne de Baragan faisant référence à un passé de roi dans une vie antérieure, l'attribution d'un numéro permettant de jauger de leur puissance au sein de leur père. Les Fractions faisant office de vice-capitaine mais pour le camp adverse cette fois-ci, qui même si leur puissance n'étant pas aussi exponentielle que celle de leur maître, Kukukapuro, leur utilité lors de cette guerre s'était révélée à certaines reprises fatale pour les dieux de la mort. Aizen, Gin et Tozen quant à eux supervisent et dirigent les ordres de l'organisation. On a également pu constater l'existence d'une ancienne faction aux Espadas avec les Privaron Espada. Une unité d'Arrancars constituée avant même la nouvelle armée qu'a pu ériger Aizen pour la bataille de Karakura. Les Exequias faisant aussi office de police militaire au sein de Wekumondo. L'ingéniosité était là et même si certains concepts n'ont pu être exploités à leur juste valeur, en tout cas d'un point de vue créatif, scénaristique et architectural, Kubo Sensei a fait preuve d'énormément d'imagination pour concevoir ce désert chaotique que constitue Wekumondo. Pour finir avec cette extension du scénario, j'aimerais saluer la mise en place de nouveaux pouvoirs variantes avec notamment l'Aikido à aria double que Rukia a pu déployer face à Aroniro, mais aussi d'autres techniques tout aussi innovantes et ayant leur utilité, je pense au sortilège temporel qu'avait utilisé Tessai lors de Turn Back the Pendulum. Ou encore, l'Aikido entravant Kashigen s'est servi pour défaire Baragan. Les Espadas disposent aussi de leur système martial propre avec les Cero, les Garganta, les Pesquisas, ainsi que la Kaja des Negation. En complément de leurs Zanpakuto, cela constitue un très bon bagage pour déclarer la guerre au clan adverse. Sûrement la partie la plus intrigante et captivante que nous a proposé le maître à ce jour, les concepts phares de Bleach. Qu'est-ce que j'entends par les concepts phares du manga? Je pense notamment aux Zanpakuto par exemple. Quand on voit que ces derniers ont tous leur singularité et leur mode de fonctionnement, une forme de psychologie affiliée à l'esprit et à la volonté du manieur, j'ai personnellement trouvé cela fabuleux. Quand on constate qu'Ikaku doit réveiller Ozukimaru qu'il considère comme feignant, ou alors Isagi qui définit Kazeshini comme une faux évoquant la mort en personne, j'ai trouvé tout cet aspect reliant le manieur à son arme et la notion psychique qui en résulte fascinante. Cela permet d'amener également une multitude de problématiques. Quel pouvoir Kakio, l'ami de Tozen, assassiné par son ami, aurait-elle développé à son tour avec Suzumushi? Idem pour Kenpachi qui lui aussi emprunte son épée à un cadavre au 80e district de Rokangai. Pourquoi il existe des Zanpakuto doubles? Comment Yumichika a réussi à développer plusieurs variantes avec Ruri Hiro Kujaku? Toutes ces questions qui encore à ce jour ne possèdent pas de réponse clairement établie par la fanbase. On a aussi eu un petit peu ce cas de figure de conscience interne des Zanpakuto avec Lilinette chez les Espadas, mais en principe, lorsqu'un Espadas libère sa résurrection ou dégaine son épée, ils n'ont pas de particularité contraignante liée à l'âme de leur sabre. Pauvre Stark. Je viens à l'instant de parler du principe des Zanpakuto, mais existe-t-il un concept aussi mystérieux et complexe que celui du Hogyoku, véritable nerf de guerre qui a causé la mort et les sacrifices d'innombrables âmes au cours de l'histoire? Cette pierre philosophale constitue la racine même de cette bataille entre les Shinigami et les Holos. Et toutes les intrigues liées de près ou de loin à cet artefact précieux sont multiples, nébuleuses et requièrent énormément de réflexion et de déduction pour en comprendre toutes les subtilités. Le simple fait de pouvoir surpasser la frontière entre Shinigami et Holo relève de l'inimaginable. Mais cette pierre précieuse, elle, en aurait les moyens et pourrait, en théorie, permettre à son manieur, s'il en a la force, mais surtout une volonté suffisante, de dépasser les limites imposées au corps. Le simple fait de pouvoir surpasser la frontière entre Shinigami et Holo relève de l'inimaginable. Et cette pierre précieuse, elle, en aurait les moyens et pourrait, en théorie, permettre à son manieur, s'il en a la force, mais surtout une volonté suffisante, de dépasser les limites imposées au corps. Également de détruire cette frontière que possèdent les Shinigami pour tenter d'atteindre une dimension tout autre et ainsi explorer de nouveaux horizons.
Ça, c'était le plan initial d'Aizen pour tenter de s'approprier le trône divin vacant sur les cieux. Mais si on énumère toutes les possibilités de la pierre, elles sont multiples et considérables. À savoir, augmenter la puissance d'individus, octroyer de nouvelles aptitudes, matérialiser les volontés de l'utilisateur et des personnages adjacents, à refuter le divin, bref, sans cet artifice épineux qu'a longtemps convoité Sasuke, jamais le nouveau monarque de Wekomundo ne se serait permis de déclarer la guerre au Gotei ainsi qu'à son chef millénaire Genryusai sans avoir à disposition les ressources militaires nécessaires. Là où l'Okyoku a justement énormément favorisé le renforcement des forces Arrancar en octroyant plus de puissance à la majorité des commandants de Las Noches. Enfin, j'ai évoqué ici deux des mystères les plus fascinants de Bleach, mais qu'en est-il du concept même du bien et du mal entre les forces divines, Shinigami, et obscures du verse, Hollow? J'ai cité précédemment la notion manichéenne de l'univers avec le discours plein de compréhension et de rancœur qu'a exposé Zomari face à Byakuya lors de la défaite de ce dernier, mais qu'en est-il réellement? On est d'accord pour dire que les Hollows sont des individus n'ayant réussi de leur vivant à combler le vide émotionnel que peut provoquer la dureté de certaines épreuves de la vie. Injustice, accident inopportun, trahison, tous les moyens sont valables pour se laisser consumer par la folie et succomber aux énergies négatives que proposent ces monstruosités. Quand on voit des pourritures d'Arrancar comme peuvent s'apparenter Yami, Grimmjow, Noitora ou encore ce fameux Baragan, cette notion péjorative que détiennent en eux les Hollows est totalement justifiée. Et l'exécution, ou si vous préférez, le terme de purification de ces créatures, alors peut s'avérer être totalement légitime, d'où le rôle des serviteurs de la mort, les Shinigami. Mais qu'en est-il de certains Arrancars rejetant au maximum le côté belliqueux de leur nature profonde Hollow et qui accessoirement peuvent représenter un côté rationnel mais surtout contradictoire avec ce que leur espèce est censée représenter. Je pense notamment à des Arrancars comme Stark ou Neliel qui n'ont rien de malsain et qui ont malgré eux été contraints de se battre pour des idéaux et des principes qui au final ne correspondaient pas avec leurs aspirations et visions de la vie. Pourquoi des individus réfléchis et matures comme Neliel, Alibel ou encore Roca Parabien ont été selon vous été réincarnés en tant que Hollow? La question a le mérite d'être posée, mais ce sont toutes ces subtilités et problématiques pour l'instant en suspens qui rendent selon moi l'œuvre de Kubo Sensei fascinante et riche en possibilités et interprétations. Des personnages charismatiques et investis tels que Kyoraku, Ichigo ou encore Don Kanonji ont beaucoup apporté pour la cohésion des peuples Hollow et Shinigami. Mais ça, vous le découvrirez en poursuivant les péripéties postérieures de l'arc Arrancar. Non mais sérieusement, moi je veux savoir pourquoi Neliel est devenu un Hollow, donc répondez-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu fais, espèce de monstre? T'as rien, je te bave dessus, c'est tout. Merci, j'ai vu que tu me bavais dessus. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu me couvres de bave, idiote. Pour conclure en beauté cette conséquente première partie des aspects positifs de Bleach, heureusement conséquente, sinon ce serait pas mon œuvre favorite, je voulais mettre un point final sur la maîtrise du scénario que Kubo Sensei a réalisé au fil des chapitres de son manga et la minutie et les détails apportés au sein de l'œuvre tout le long de l'histoire. On va parler foreshadowing ici. Alors ici, on va évoquer les procédés scénaristiques utilisés par le maître pour la conception de son arc majeur et comment les chapitres réalisés jusqu'ici vont avoir une incidence notoire sur la suite de l'histoire de manière générale. Petit point pour débuter avec la préquelle Turn Back the Pendulum, ce morceau-là de l'histoire est tellement nécessaire à la compréhension générale de l'œuvre qu'une petite vidéo dédiée est prévue sur la chaîne pour expliquer en détail l'ingéniosité, mais surtout la nécessité de cette partie-là de l'intrigue. Toutes les questions que le spectateur a pu se poser auparavant sur la nature des guerriers masqués sont révélées ici. On en apprend également plus sur le mode de fonctionnement militaire des Shinigami. L'ascension au grade de capitaine, les détenus et éléments jugés comme hostiles envers la déontologie du Gotei 13, qui se retrouvent enfermés, cloisonnés au sein du nid d'Astikko, le mode de vie de certaines familles aristocrates, mais aussi le fonctionnement de certaines divisions.
Mais au-delà de toutes ces informations précieuses que peut nous offrir cette transition qui est turn back, l'évocation de la Division 0 au chapitre 316 s'est avérée être, je trouve, une des plus belles mises en haleine que l'auteur a su implanter au sein de cette préquelle. Dire qu'une autre division existe au sein de Soul Society, qu'elle résulte du divin, mais surtout que ces individus sont plus puissants, compétents que ceux du Gotei actuel. Tout ceci m'a donné envie de continuer Bleach au-delà de l'arc à Rancard. D'autres foreshadowing plus subtils nécessitant une connaissance accrue de l'univers mais surtout une précision de tous les instants pour pouvoir être décelés surviendront tout le long de l'histoire. L'un des foreshadowing les plus ingénieux que Kubo Sensei nous a légué est la présence de certains Arrancars apparaissant à la fin du tome 3 de l'histoire avec en visuel D-Roy et Eastwinger aux côtés de Grand Fisher comme j'ai pu le souligner auparavant. Certains titres de chapitres et dialogues ne sont pas anodins. Et lorsque Aizen a déclaré vouloir tuer uniquement Yamamoto Genryusai à la conclusion de la bataille de Fake Karakura, il y avait bien une raison à cela également. Et cette ingéniosité scénaristique ne pourra être perçue uniquement par les adeptes de l'œuvre s'étant aventurés jusqu'aux confins des aventures actuelles d'Ichigo et de ses amis. L'histoire de Bleach est cyclique. Aucun arc ne peut être dissocié des autres pour comprendre et apprécier toute la profondeur de ce récit. Même si je dois avouer que Kubo Sensei n'avait pas en main toutes les clés du scénario à l'instant T, il hésitait des intentions finales d'Ishimaru à la fin de l'arc par exemple, fort est de constater que malgré quelques manquements, oubli de l'auteur à certaines parties de l'histoire, Kubo Sensei en a dans le ciboulot. Et cette case à elle seule a retourné la cervelle d'une majorité de fans des aventures de la fraise lorsque enfin nous avons pu déceler la signification du discours et le mutisme de Zangetsu dans le monde intérieur d'Ichigo. Ici, je l'avoue, j'ai sélectionné des foreshadowing techniques et difficilement compréhensibles si vous vous êtes arrêté à la fin de l'arc à Rancard. Mais cette simple évocation de la nature hybride d'Ichigo par Aizen au chapitre 397, Edge of the Silence, ou le bord du silence chez nous, compatriotes francophones. Le bord du silence, un héritage complexe que possède notre héros et qui sera révélé bien plus tard au courant de la guerre finale de l'histoire. Vous ne pouvez pas me dire que lorsque Aizen a voulu révéler les secrets du passé d'Ichigo, cela ne vous a pas émoustillé, mis l'eau à la bouche? À ces simples mots, dont Ishin s'est pris un malin plaisir d'interrompre la fin des propos d'Aizen, qui peut prétendre maintenant que Bleach aurait dû s'arrêter à l'arc à Rancard? Des abrutis, et je pèse mes mots. Kubo-san sait ce qu'il fait avec son œuvre phare que constitue Bleach. Et si mystère d'Ichigo, il resterait à parcourir, jamais Bleach, quel que soit son engouement, son nombre de ventes, ou même la qualité hebdomadaire que la série pouvait avoir à l'époque, n'aurait pu se terminer au tome 48 comme une minorité d'incultes peuvent le prétendre. Enfin, pour conclure avec cette sous-partie des foreshadowing et de la maîtrise du scénario, parlons une nouvelle fois de l'antagoniste majeur de cet arc. Les machinations et ambitions d'Aizen sont en partie résolues à la conclusion de cette bataille. Il voue une haine indomptable sur ce qui existe au-dessus des cieux et le créateur même des trois mondes du verse de Bleach. Seul Urahara et une poignée d'individus pourront comprendre son discours final et son désenchantement vis-à-vis du roi des esprits, récité à la clôture de son règne au chapitre 421. Énormément de labeur et de passion ont été nécessaires pour rédiger ce premier bloc d'études détaillées de l'arc à Rancard, en espérant que vous avez passé une bonne première partie de vidéo et que vous avez découvert certains éléments scénaristiques au sein de la saga majeure de Bleach. La seconde partie qui va suivre, et vous aurez compris mon avis général sur les points défaillants qui ont toujours, selon moi, empêché à l'arc à Rancard d'atteindre une certaine forme de perfection. On ne perd pas de temps, allons-y. Suzumushi. Oui, pardon. Aïe, oui, content de vous revoir.